Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Réfoy. Bonjour docteur Serge Rafale. Bonjour Nicolas. Qui n'a rêvé d'avoir auprès de lui la personne de confiance qui va l'aider à s'alimenter correctement ou à entreprendre au besoin un régime sans tomber dans les affres de restrictions trop strictes que suggère déjà le terme lui-même et la démarche. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste, certes, mais tout le monde a la chance de pouvoir nous écouter aujourd'hui puis lire l'ouvrage très pratique au titre Idoine publié chez Éditions First. Enfin, tout savoir sur les régimes. Le docteur Jean-Michel Cohen, un fidèle de Réfoy et de l'émission, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-Michel Cohen. Bonjour Nicolas, bonjour Serge. Le plus célèbre et probablement le plus gourmand, on va à nouveau le découvrir aujourd'hui, de nos médecins nutritionnistes, interrogés par la journaliste Valérie Expert, elle aussi grande épicurienne. Et on va actualiser ainsi nos connaissances sur l'alimentation, le surpoids, les régimes. Docteur Serge Rafale, première partie, entretien avec vous. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour Jean-Michel. Rebonjour Serge. Merci d'être à nouveau parmi nous. Alors beaucoup m'envient certainement parce que vous êtes le nutritionniste préféré des Français. On parle d'ailleurs de la méthode Cohen, comme on parlait autrefois de la méthode Atkins, Montignac, Frickerl et Weight Watchers. Vous usez d'ailleurs d'un oxymore en associant les mots régime et plaisir, deux notions à l'opposé l'une de l'autre. Et pourtant, une des clés de la réussite de l'amaigrissement, souvent difficile à entreprendre, à obtenir puis à stabiliser. Vous nous proposez donc un ouvrage en deux parties. Nous insisterons surtout sur la première, le question-réponse avec Valérie Expert, auquel vous vous prêtez, qui permet d'insister sur quelques règles indispensables à l'équilibre alimentaire à respecter et d'aller contre certaines idées reçues, parfois aussi fausses, qu'elles sont solidement ancrées et par conséquent source d'échecs quasiment annoncés. Nous laisserons à nos auditeurs le plaisir qui vous est si cher de découvrir menus variés et recettes faciles qui constituent la deuxième partie, très pratique, de votre ouvrage. Avant de démarrer, moi aussi, le question-réponse, je souhaiterais que nous évoquions deux sujets importants qui ont bien sûr un rapport avec votre expertise. Le surpoids et l'obésité, problème majeur de santé publique par leur fréquence et leur gravité, et le manque d'activité physique et son corollaire, la diminution de la dépense énergétique. Oui, bien sûr, c'est le surpoids et l'obésité, c'est devenu un problème des temps modernes, doublement. La première raison, c'est que les gens dépensent moins d'énergie qu'auparavant, ne serait-ce que parce qu'on a des voitures, enfin même si on a des vélos en ce moment dans Paris. Mais vous dites que ça a diminué de moitié en un siècle. Oui, ça a diminué de moitié. Et donc, la dépense d'énergie diminue parce qu'on a des voitures pour se véhiculer, parce qu'on ne lutte pas contre le froid, parce qu'on a des vêtements chauds et du chauffage central. Et deuxièmement, parce que l'offre alimentaire, elle est surabondante dans la plupart des pays occidentalisés. Ça veut dire quand vous vous promenez dans un supermarché français, vous avez presque 1000 variétés de produits laitiers, vous en avez 300 sur les pâtes, etc., etc. Et en fait, ça a été un outil pour l'industrie agroalimentaire pour se développer parce qu'elle est une industrie. On veut qu'elle soit une industrie philanthrope, mais elle ne l'est pas. C'est une industrie qui vise à faire du bénéfice. Donc, plus elle vend, et mieux elle se porte, et mieux nous nous portons aussi, mais en termes de kilos. Dans vos ouvrages, vous aviez expliqué, dans les années 50, on choisissait entre 400 produits alimentaires et actuellement, c'est 18 000. Aujourd'hui, il y a 18 000 références en alimentation dans un supermarché à minima. Le manque d'activité physique, là, c'est très très important parce que les muscles, en fait, consomment beaucoup d'énergie. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, quand on me pose la question sur la musculation, j'explique aux gens que oui, ça reste une activité physique, simplement parce que c'est le muscle qui consomme le plus d'énergie. Donc, on a un double intérêt dans ces cas-là. Quand vous faites de l'exercice physique, bien sûr, vous dépensez un peu d'énergie et des calories, mais vous constituez une masse musculaire plus importante qui, une fois que vous avez fini, notamment un régime, permettra d'augmenter votre dépense d'énergie régulièrement. Donc, c'est une façon de stabiliser le poids qu'on a perdu éventuellement parce qu'on a une surface musculaire plus importante. Alors, on va partir dans le question-réponse. Quelque chose qui vous horripile, docteur Jean-Michel Cohen, c'est le régime de l'année. Vous dites 4 fois sur 5, c'est une manœuvre marketing qui vend une nouvelle méthode miracle, simple, efficace, sans contrainte,
est totalement inefficace. J'ai à la fois la chance et la malchance d'être devenu un vieux nutritionniste ou un ancien nutritionniste. Donc, en plus de 30 ans de carrière, j'ai vu défiler à peu près tout. Les régimes les plus fadas, genre les petits pots de Jennifer Aniston, je crois. Le régime protéiné qui était une ressucée des régimes Pennington. Récemment, le jeûne intermittent, puis auparavant, le régime Montignac, puis le régime 5-2, où on faisait 2 jours durs et 5 jours faciles. Enfin, j'ai tout vu. En fait, il y a une recette pour vendre quelque chose, parce que c'est pas en termes de santé que ces gens s'expriment, c'est en termes de vente et de marketing. Vous prenez un régime qui semble facile à faire. Vous y ajoutez une star qui dit qu'elle a perdu beaucoup de poids et vous proposez aux gens, vous faites un peu de publicité autour de ça et vous êtes à peu près assuré de faire un best sur l'année en cours. Donc tout le monde se creuse la tête pour ça. On a eu le régime cétogène récemment, voilà. Chaque année a son lot de nouveaux régimes et plus récemment, on a eu le tissu de bêtises qui a été rapporté par la dame qui fait Glucose Révolution, qui est vraiment, j'invite les médecins à lire ce livre, qui est un tissu d'ânerie, mais qui lui sert à vendre aujourd'hui des pilules pour lutter contre les pics de glucose. C'est tellement, enfin ça me fait rire tellement c'est stupide, les pics de glucose que tout le monde a, tout individu normal a. Voilà, tout ça est une affaire de business et la nutrition a toujours été très voisine du monde du charlatanisme. Hélas. Avant d'envisager donc la perte de poids, voyons ce que vous dites à propos du nombre des repas, en particulier du petit déjeuner. Alors, l'alimentation s'est ritualisée chez nous avec 3 repas, ça doit rester la règle? Non, la règle des 3 repas est une règle sociale qui a été amplifiée par les vendeurs de produits céréaliers et de céréales du petit déjeuner. En fait, quand on regarde, on traverse au fur et à mesure des siècles, on se rend compte que les hommes ont consommé de 1 à 4 repas par jour. Quand on revient à la période des Goncourt, on explique que l'ouvrier petit déjeune, puis le peuple déjeune, puis la bourgeoisie dîne et l'aristocratie soupe. Donc en fait, le rythme des repas, il est rythmé par des contingences sociales. Ça veut dire que on marque la journée. Le mot petit déjeuner signifie couper le jeûne. Ça veut dire, quand vous avez traversé une longue nuit, vous mangez pour couper un jeûne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens adoptent le jeûne intermittent. Mais en réalité, chacun de nous pourrait s'alimenter 1, 2, 3 ou 4 fois par jour. Le truc, c'est que si vous avez l'habitude de manger 3 fois par jour et que vous supprimez un repas, vous allez perdre de l'acuité intellectuelle et physique quand vous supprimerez le repas. Si par contre, vous avez l'habitude de prendre 2 ou 3 repas ou 1 repas par jour, rien ne changera si vous êtes habitué à ça. Donc, il n'y a pas de contrainte obligatoire. Quant au petit déjeuner, il y a eu un slogan qui a été martelé, le petit déjeuner, meilleur repas de la journée. En fait, au début du XXe siècle, il y a une promotion du petit déjeuner parce qu'on essaye de vendre des céréales du petit déjeuner qui sont des produits transformés. Et il y a une bagarre d'ailleurs entre deux pasteurs à l'époque, le pasteur Grant et le pasteur Kellogg. Kellogg, tout le monde connaît, et Grant, c'est les Quaker Oats. Et à ce moment-là, on commence à flatter la consommation de céréales pour le petit déjeuner et le marketing alimentaire amplifie ça pour essayer de le vendre. Donc, quand on dit le petit déjeuner, le meilleur repas de votre journée, le repas le plus important de la journée, c'est une bêtise absolue. Il y a plein de gens d'ailleurs qui ne prennent pas le petit déjeuner et vont très bien. Donc, vous le prenez si vous aimez le prendre. Si vous n'aimez pas le prendre et que vous avez l'habitude de ne pas le prendre, ne le prenez pas. Voilà, ce sont des rythmes sociaux. C'est ce que vous expliquez dans le livre. Vous dites le petit déjeuner, c'est 15-20% des apports de la journée. Lorsqu'il n'est pas pris, les calories sont réparties. Oui, vous les répartissez sur les autres autrement. repas. Mais vous savez, il y a beaucoup de puritanisme, y compris dans la nutrition. Le puritanisme a envahi la société. Mais en nutrition aussi, il y a une espèce d'obligation à avoir des injonctions alimentaires. Ça veut dire les injonctions alimentaires, elles commencent par le slogan dont on vient de parler. Elles se poursuivent avec maintenant le Nutri-Sort, qui est une façon de calibrer l'alimentation des gens. Or, l'alimentation n'est pas seulement une option de nourrissage. C'est-à-dire l'alimentation, c'est aussi une source de plaisir et une source d'individualisation. C'est-à-dire vous êtes ce que vous êtes et vous mangez en fonction de ce que vous êtes. Et vous mangez en fonction du plaisir que vous ressentez. Vous ne pouvez pas manger de façon arithmétique. Si vous mangez de façon arithmétique, la vie va vous sembler infiniment triste et je ne suis pas sûr que vous soyez en meilleure santé. Vous êtes le plus hédoniste des médecins nutritionnistes. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai mieux compris ce métier, parce que moi-même, j'ai été confronté à ça. Ça veut dire j'aimais manger. On m'a donné à manger trop et il a fallu que je réadapte mon alimentation, mais je ne voulais pas perdre ce plaisir alimentaire. Dans le monde juif, regardez le problème principal que j'ai.
notre monde, c'est le problème du Shabbat. Le problème du Shabbat, il incorpore cette notion. Pourquoi ? Parce que le Shabbat, c'est pas seulement... D'ailleurs, je dis ça pour rigoler, je l'ai dit à Chaim Corsia il n'y a pas longtemps, je vais poser la question, est-ce que dans la Torah est écrit qu'on doit manger 15 salades, 3 plats principaux et 4 desserts pour tous les Shabbats ? Non. Mais le Shabbat, c'est un moment de convivialité, de retour à un plaisir alimentaire et de partage. C'est ça la nourriture. Donc le sens de la nourriture, il est là-dedans. Il n'est pas dans je vais manger 8 grammes de protéines, 14 grammes de glucides et 12 grammes de lipides. C'est pas ça. L'alimentation, c'est quelque chose, c'est de la transmission. En priorité, nous mangeons en fonction de ce qu'on nous a appris à manger. Nous ne mangeons pas selon des critères arithmétiques. C'est de la convivialité, c'est du partage et c'est du plaisir. Ce n'est pas que de l'arithmétique. Alors, on part dans le régime. Une notion importante, faut-il peser ces aliments ? Quand vous remplissez votre voiture d'essence, vous n'allez pas de façon aléatoire la remplir. Hein. C'est la même chose. Quand vous consommez, vous devez contrôler ce que vous consommez. Chaque aliment a un pouvoir énergétique. Depuis la feuille de laitue en passant par la tranche de foie gras. Donc vous êtes bien obligé de contrôler le poids de certains aliments. Il y a des aliments à petite densité calorique. Ce que j'appelle la petite densité calorique, c'est quand vous prenez des endives, c'est 20 calories ou 30 calories pour 100 grammes. Ma foi, que vous en preniez 300 ou 400 grammes, ça bouleverse pas l'équilibre général. Là, vous dites quand même, on peut grossir avec des aliments à faible densité calorique et maigrir avec des aliments très caloriques. Tout est question de quantité. En fait. Bien sûr. Vous comparez 100 grammes de foie gras, c'est 540 calories. Pour faire 540 calories avec, je sais pas moi, on va reprendre les carottes, il faut 1 kilo de carottes. Donc, il en faut 10 fois plus pour les carottes. Mais si je mange 10 fois plus de carottes, j'aurai quand même 540 calories, même si ce sont des calories, ouvrez les guillemets, meilleures que les calories du foie gras. Encore que je vois pas pourquoi on mangerait pas de foie gras. C'est des acides gras monoinsaturés, ça protège les artères, contrairement à ce que disent certains copains médecins qui oublient justement le sens du plaisir. Il y a plusieurs questions qui ont trait aux aliments qui seraient interdits ou pas interdits. Et finalement, bien entendu, vous autorisez quasiment tous les aliments. Oui, je partage tous les vieux nutritionnistes. Non, je ne vais pas dire vieux, c'est saoulant ça. Tous les anciens tous les nutritionnistes d'expérience, on va dire ça. Tous les nutritionnistes d'expérience, et notamment ceux qui sont sortis de l'école Apfelbaum, qui a été mon maître, on sait très bien qu'une bonne alimentation n'interdit rien. Chaque aliment a un pouvoir d'intérêt, un potentiel d'intérêt pour notre corps. Donc tous les aliments, y compris les mauvais. On a parlé du beurre récemment dans une télé, et bien sûr, haro sur le beurre, mauvaise matière grasse, blablabla. J'ai rappelé que dans le beurre, on a 3% d'acide butyrique, que l'acide butyrique est un régulateur des cellules cancéreuses. Donc on peut manger du beurre, on doit même manger un peu de beurre. Voilà, donc il n'y a aucun aliment interdit. C'est la règle de la bonne alimentation. Vous n'aimez pas les aliments à 0% ou les allégés ? J'aime plus, c'est un peu comme l'histoire des skirs, j'en ai donné, les aliments 0%, j'en ai donné à un moment donné parce qu'on faisait une petite économie de calories, mais toujours sur cette notion de plaisir, entre prendre un yaourt à 0% et un yaourt nature, le yaourt nature vous donne un rassasiement psychologique qui est meilleur que le yaourt à 0% pour un écart calorique qui est très faible, d'une 20aine de calories. C'est la même chose pour l'affaire des skirs. On s'est tous jetés sur les skirs il y a depuis un an et demi. Et en fait, quand je regarde, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que un skir, c'est 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Le fromage blanc, pas forcément à 0%, il est à 8 grammes de protéines, sauf que les 2 grammes de protéines, on vous les vend 3 fois plus cher. Donc arrêtons. Oui, c'est cher le skir. Arrêtons. Et vous conseillez donc en gros du 20% en évitant le sucre et quitte à utiliser des édulcorants. En fait. Oui, alors parce que là, il y a aussi une rumeur sur les édulcorants. Les édulcorants consommés par un être humain normal, c'est-à-dire qui n'est pas hystérique ou boulimique d'édulcorants, n'ont jamais provoqué le cancer. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ce qui n'empêche pas la rumeur de se propager, la rumeur de fond, qui est perverse entre un soda sucré et un soda avec de l'aspartame ou du sucralose ou de l'acésulfame K, je préfère le soda non sucré. Alors ça n'a pas réglé le problème de l'obésité, loin de là, bien sûr. Mais par contre, arrêtez de bannir des aliments qui peuvent servir à certains, et notamment aux diabétiques. On le voit bien, on s'attend à votre réponse là, quand vous dialoguez avec Valérie Expert sur la crème fraîche à 15%. Ça aussi, c'est... Comment on fait une crème fraîche à 15% ? On enlève la graisse. Donc voilà. Comment on fait pour remplacer la graisse ? On rajoute ou des amidons ou de l'eau. Donc en fait, quand vous allez mettre ça dans une poêle, l'eau va s'évaporer.
Et si vous le mettez sur une tartine de pain, l'eau va être absorbée par la mie de pain. Donc, vous n'aurez toujours pas le bon goût de la crème, mais par contre, vous serez obligé d'en prendre plus si vous voulez restituer ce goût. Donc, vous en mettrez 2 fois plus. Je me souviens, le Parisien avait fait une caricature assez drôle. Il disait « Moi, je ne mange que du 0%, mais j'en mange 2 fois plus. » Voilà, c'est exactement ça. Beaucoup de fausses idées reçues. J'en ai isolé une. Les féculents le soir feraient grossir. Oui, alors ça, c'est sous l'argumentaire que le soir, on ne bouge pas, donc on ne dépense pas d'énergie, mais c'est pas le fonctionnement. On l'a eu ici, à ce micro, là, il y a quelques semaines. C'est pas c'était une recommandation. C'est pas le fonctionnement d'un corps humain. Le corps humain, il dépense sur 24 heures, sur une semaine, sur un mois. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce que vous consommez, vous le stockez. C'est comme si vous étiez une grosse cuve dans laquelle vous mettez à l'intérieur des sucres, des graisses, des protéines, et le corps se sert en fonction de ses besoins. Par contre, l'intérêt de manger des féculents le soir, il est double. Il y a du rassasiement, ça rassasie de manger des féculents. Et deuxièmement, ça contient du tryptophane, c'est un acide aminé qui va entraîner une production de mélatonine. Donc, ça favorise le sommeil. Et le sommeil, c'est très important pour les gens. C'est difficile, un régime, vous expliquez, vous dites faut en avoir envie, il y a des périodes où on va pouvoir, il y a d'autres où ça va être plus facile. Oui, c'est difficile de faire un régime. Vous contrariez votre nature et votre spontanéité alimentaire. Oui, c'est difficile. On vous dit, vous aimez manger ça, on va plus manger ça, on va manger autre chose. Donc, c'est difficile de suivre un régime. C'est pour ça qu'il y a des échecs. Et c'est pour ça également, quand on a fait maigrir les gens, qu'il y a des récidives, simplement parce que les gens retournent à leur comportement alimentaire préalable, qui est un héritage de très longtemps. Donc oui, c'est difficile de faire un régime, et c'est un mensonge de dire le contraire. De la même façon que quand on a maigri, c'est pas fini. En fait, je dis ce mot de façon provocante à tout le monde. Quand on me demande comment je fais pour stabiliser mon poids et combien de temps ça va demander, je leur dis une petite vie, jusqu'à votre mort, faudra contrôler. Parce que vous avez un comportement alimentaire dont vous avez été instruit par vos parents, par l'accompagnement que vous avez autour de vous, par l'opportunité alimentaire qui se trouve autour de vous. On vous demande de le changer. Et une fois que vous l'avez changé, que vous avez perdu votre poids, derrière, vous êtes bien obligé d'adopter un nouveau comportement alimentaire. Donc, c'est compliqué. Alors après, il y a ceux qui ont de la chance. Ils vont être 20% de leur temps au régime, 80% de leur temps, ils font ce qu'ils veulent. Et il y en a d'autres qui sont moins chanceux et qui seront 80% du temps au régime et 20% en liberté absolue. Mais voilà, mais il faut que vous confrontiez, la perte de poids, c'est un problème de balance. Vous confrontez quel bénéfice vous avez à maigrir par rapport à quel bénéfice vous avez à manger. Le jour où le bénéfice de maigrir est plus important que le bénéfice de manger, vous maigrissez. Le jour où le bénéfice de manger est plus fort que celui de maigrir, vous n'arriverez pas à suivre un régime. Et c'est pas forcément grave. Il faut arrêter de culpabiliser les gens avec ça. Il y a des gens qui vivent très bien en étant en surpoids. Moi, je ne suis pas un ayatollah. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de problème médical, pas de contraintes notamment articulaires, pas d'opération en cours, pas d'apnée du sommeil, etc., pourquoi vous voulez maigrir ? C'est-à-dire, si vous êtes bien dans votre peau, pour faire plaisir à monsieur, madame, tout le monde qui va pointer quelques rondeurs sur vous. Alors, je n'ai pas parlé d'obésité, j'ai parlé de surpoids, qui est quand même l'essentiel de la population. Donc, moi, je ne fais pas maigrir tout le monde si je sens que les gens n'ont pas envie de maigrir, au fond. Pourquoi, à un moment donné, on ne maigrit plus ? On est arrivé à son poids de base et ça sera très très compliqué et inutile d'aller plus bas. On a un poids génétique, c'est-à-dire que ce poids il est déterminé à la naissance et je dirais que le poids que vous devez faire, c'est le poids que vous faisiez à 18-20 ans sans jamais avoir fait de régime. Voilà, il ne faut pas en avoir fait avant. Ça, c'est le poids génétique. Après, derrière, quand vous avez pris du poids et que vous maigrissez, quand vous revenez à ce poids génétique, vous combattez en quelque sorte la génétique. Et quand les gens ne perdent plus à la cadence à laquelle ils ont perdu les premiers temps d'un régime, je leur explique, quelqu'un qui a perdu 20 kilos et qui n'arrive plus à maigrir, c'est quelqu'un qui déplace, auparavant il avait un enfant sur ses épaules, là il n'a plus d'enfant sur ses épaules, donc sa dépense d'énergie a diminué. Donc il maigrira plus. Alors pour le refaire maigrir, il faudrait abaisser encore plus les régimes et là on va tomber dans les régimes très restrictifs. On accumule là dans ces cas-là des petites ou des grosses erreurs et vous dites, une des principales dans le dialogue que vous avez avec Valérie Expert, faut éviter le grignotage, faut se dispenser de quelques invitations, donc faites quelques petites entorses sur le plaisir, quoi. Oui, les gens ont donné un mot, un terme à ça, ils appellent ça le cheat meal. Il faut donner de la respiration dans un régime. Ça veut dire, dans les régimes que je propose, la respiration, je la donne autour des aliments interdits. C'est-à-dire que je m'amuse de temps en temps à remplacer du fromage par du chocolat, histoire de faire plaisir aux gens. Ou j'explique qu'on peut très bien manger un burger
le midi avec un fruit, ça peut remplacer l'essentiel du repas, mais on n'aura pris quand même que 350 à 400 grammes de nourriture, donc l'estomac sera moins rempli. Ça, c'est la première façon de faire des respirations. La deuxième façon de faire des respirations, c'est de dire aux gens, quand ils sont en cours d'amaigrissement, on va arrêter pendant quelques jours. Et c'est pas grave. Il va rien se passer. On peut faire une fenêtre sur un on régime. fait une fenêtre. Alors, si c'est une fenêtre délirante, bien sûr, il y aura une reprise de poids. Mais en général, quand on est sous régime et qu'on fait une petite fenêtre de liberté, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de reprise de poids, il y a une stagnation du poids. Parce que souvent, on a en consultation des patients qui nous disent qu'ils ont fait le régime, qu'ils ont fait un petit écart le dimanche et qu'ils ont tout perdu. Mais c'est pas vrai ça, parce que en fait, le lendemain, quand vous vous pesez, vous avez le poids des aliments, le sel que vous avez consommé en plus dans les aliments qui ont provoqué en général une petite rétention d'eau. Mais prendre de la graisse, c'est plus long qu'une journée. Hein. Ça demande un peu plus de temps qu'un simple repas. Vous expliquez, il faut faire attention aux arnaques, et en particulier aux aliments qui brûlent les calories. Vous détestez ça? J'ai entendu trois bêtises. Les calories négatives. Il y a des gars qui n'ont rien compris. Ce qu'on appelle les calories négatives, en fait, pour un nutritionniste, c'est le pouvoir calorique de certains aliments. Par exemple, quand vous consommez des protéines, normalement, les protéines, c'est 4 calories par gramme. Mais quand vous pour les assimiler, il faut dépenser un peu plus d'énergie. Donc, c'est 3,86 calories. Donc, oui, il y a une déperdition d'énergie, mais enfin, il n'y a pas de calories négatives, il n'y a pas d'aliments qui font maigrir, il n'y a pas de pilules pour brûler les graisses, il n'y a pas de médicaments coupe-faim à ce jour qui ne sont... et quand on vous les vend pour ça, c'est des attrape-nigo ou bien des produits placebo. On a, il y a quelques mois ou quelques années, beaucoup parlé des probiotiques qu'on laissait entrevoir les espoirs à tous les patients qui étaient qui étaient obèses, en disant effectivement l'obésité c'est un certain nombre de bactéries qu'on n'a pas et il suffit de donner des probiotiques pour... Alors d'abord, les probiotiques que vous trouvez aujourd'hui dans le commerce, ce sont des compléments alimentaires. C'est-à-dire ce sont des substances que vous pouvez trouver dans l'alimentation. Et quand on fabrique un probiotique, on est obligé de piocher dans la liste des bactéries qui sont autorisées. Il y a que 2 grandes catégories, les bifidobactéries et les lactobacilles. Après, c'est le sujet qui interpelle le plus la communauté scientifique. Il y a quasiment 1200 publications chaque année sur les probiotiques où on trouve les bénéfices de l'un ou de l'autre. C'était très impressionnant, les expériences sur les souris qui effectivement sur les souris in vivo ou sur les souris, mais jamais in vitro sur les souris, mais jamais in vivo. Et par exemple, je regardais hier Bifidobacterium brevet. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça a commencé à m'interpeller parce qu'il y avait écrit que ça améliorait la cognition, enfin l'intellect, ça a amélioré la dépression, l'humeur. Je suis passé à la page d'après. Ça a amélioré l'Alzheimer. Un peu plus loin, ça a empêché d'avoir l'hypertension artérielle. Plus loin, ça a régulé le sommeil. C'est bon pour tout. Hein. Donc en fait, c'était bon pour tout. Donc aujourd'hui, quand vous les achetez sous forme de compléments alimentaires, c'est empirique. Je dis pas que ça marche pas. Je dis que c'est empirique. Ça veut dire que pour le moment, on n'a pas de garantie, excepté pour les indications des troubles digestifs, où là, oui, il y a vraiment des preuves scientifiques du fait que ça améliore les symptômes digestifs. Et encore, cela dépend de la bactérie que vous achetez dans le probiotique et il faut que le choix soit astucieux. Bon, pas de régime miracle, de la patience, de la persévérance, de l'indulgence et prendre du plaisir. Je vois que vous écoutez les vidéos YouTube. Et puis faire un peu d'activité physique, on en parlera un petit peu dans la deuxième partie de l'émission. On a le temps, d'aller prendre quelques chips et puis on se retrouve Voyou. dans quelques coups. Vous l'avez dit, le Voyou. plaisir. Non, on va pas. Tiens, je vous poserai la question sur les chips. C'est de la provoque. Allez, à tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste. Nous l'avons dans le studio aujourd'hui. Jean-Michel Cohen, un dialogue avec Valérie Expert. Dis-moi, Jean-Michel, je mange quoi pour maigrir ? On va faire une liste un peu des... Vous avez déjà raconté, un peu parlé du beurre dans la première partie, que c'était bon en dose tout à fait normale, correcte. On a que c'était bon pour la santé. Vous aviez parlé également du jeûne intermittent. C'est quoi exactement le jeûne intermittent ? On entend à la mode, beaucoup parler là en ce moment. Écoutez, d'abord c'est un truc assez simple. Ça consiste à ne manger que 8 heures sur 24 heures et les 16 autres heures, vous êtes au jeûne, mais au jeûne total, sauf les boissons ou boissons édulcorées. C'est café, bien ou thé pas ? ou infusion. Alors, je vais être un peu prétentieux. Le jeûne intermittent, c'est moi qui le mets en valeur et j'ai la preuve de ça puisque c'est un livre sur lequel Serge m'a interviewé il y a quelques années qui s'appelait « J'ai décidé de maigrir » en 2015. Suite à des travaux d'auteurs anglo-saxons qui montraient que le petit déjeuner n'était pas aussi intéressant que ça, ils avaient poursuivi en regardant l'impact d'une alimentation sur 16 heures, 20 heures et 24 heures. Et ils avaient constaté que sur 16 heures, la mobilisation des triglycérides, donc des graisses, était supérieure à celle qu'on avait sur 24 heures, ce qui est quand même une surprise. Et à la suite de ça, j'avais donc expliqué, j'avais dit au fond, pour booster un régime, non pas pour faire un régime, mais pour booster un régime, ça pourrait être assez intéressant de temps en temps de faire des séquences d'un jeûne de 16 heures et non pas de 20 heures ou de 24 heures et d'arrêter de manger sur 24 heures. Donc j'ai dit ça. Et j'ai oublié de préciser à l'époque, attention, si pendant les 8 heures où vous mangez, vous changez la valeur énergétique de ce que vous mangez, c'est-à-dire le contenu de ce que vous mangez en croyant qu'il suffit de manger pendant 8 heures et de ne pas manger pendant 16 heures, que vous maigrissez, il ne se passera rien du tout. Exemple type, le ramadan, chez les Arabes, le ramadan, un tiers grossissent, un tiers stabilise, un tiers perdent du poids. C'est quasiment un jeûne intermittent. À la suite de ça, les gens ont pratiqué le jeûne intermittent, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont stoppé pour ceux chez qui ça a marché, ils ont stoppé le repas du soir. Donc en fait, ils ont amputé leur consommation d'énergie. C'est-à-dire ceux qui mangeaient le matin et le midi sans avoir changé leur nourriture d'auparavant, ils enlevaient juste un repas par jour. Forcément, quand vous enlevez 500 calories par jour, vous maigrissez. Donc c'est pas le jeûne qui les faisait maigrir, c'est la restriction énergétique et le fait de faire le jeûne amplifier un peu la perte de graisse. C'est ça le jeûne intermittent. Pourquoi ça marche en ce moment ? Comme je vous disais tout à l'heure, la technique est simple. Elle promet des résultats rapides et il y a quelques stars qui ont appuyé le système et vous avez de nouveau le régime magique. Alors, c'est pas du charlatanisme ça. C'est que le jeûne intermittent, je le répète, ça booste un amaigrissement, mais ça ne suffit pas à faire un amaigrissement si vous ne contrôlez pas les apports que vous faites pendant les 2 repas que vous faites. Voilà, c'est ça le jeûne intermittent. Mais c'est le régime à la mode. Il a détrôné le régime cétogène. Quoi qu'il en soit, vous connaissez Serge, mon ami Patrick Serog, nous, on blague toujours entre nous. Parce qu'on dit toujours, oui, on connaît les régimes magiques, ça fait 35 ans qu'on les pratique. Ils arrivent, ils font un pic de notoriété, ils baissent, mais nous, on est toujours là. Voilà. Le régime équilibré, aujourd'hui, est plébiscité par 70% des Français, c'est-à-dire le régime, ce qu'on appelle méditerranéen, d'un nom un peu amplifié, là, mais en fait, c'est un régime équilibré. Voilà. Et il y a une vogue, pas que pour le jeûne intermittent, mais pour le jeûne de plusieurs jours, d'une semaine. Oui, là, alors ça, c'est une connerie. C'est vraiment une connerie parce que c'est vraiment à la mode. Hein. Il y a plein de gens qui s'y adonnent. Travaux, alors, de façon excessive, je vais m'appuyer sur les travaux de Emil Apfelbaum, qui était le père de Marian Apfelbaum, qui était dans le ghetto de Varsovie, et qui s'est offert le désespoir d'autopsier les gens qui avaient fait des jeûnes prolongés. Et on voyait sur les jeûnes prolongés qu'il y avait une diminution du volume du foie et du cœur, en tout cas tous les organes nobles, qui pouvaient atteindre 50%. C'est ce que Claude Bernard appelait, d'un nom assez drôle, il disait « le lapin à jeun mange du lapin ». C'est-à-dire que quand vous n'avez plus rien à manger, qu'est-ce qu'il vous reste à manger ? Qu'est-ce que votre organisme va manger ? Vous-même. C'est de l'autocannibalisme. Donc le jeûne, alors sur une période de 3 jours, on s'en fiche, bien sûr, il va rien se passer, mais les gens qui font des jeûnes de 7 jours ne font qu'affaiblir leur organisme, et il n'a jamais été fait la démonstration que ça empêchait de développer un cancer, parce que c'est aussi leur argument. Mais ils disent qu'ils ne se sont jamais sentis aussi bien. Oui, qu'est-ce qu'on leur répond que c'est une bêtise ? Mais on leur répond que c'est de la biochimie, c'est que quand vous vous mettez en situation de jeûne, au bout du 3e ou 4e jour, vous commencez à déclencher une hypersécrétion d'endorphine qui crée un sentiment euphorique. Ça dure quelques jours et au bout de 16 jours, vous avez un sentiment dépressif. Voilà, ils ne se sont jamais sentis aussi bien parce qu'il y a eu des endorphines qui se sont baladées dans leur cerveau parce qu'il y a eu beaucoup de corps cétogènes. Bon, excusez-moi, ça, je rentre dans des trucs, mais il y a eu beaucoup de composés qui stimulent la production d'endorphines.
Bon, on avait entendu dans la première partie que le petit déjeuner était un effet, voilà, du marketing. Oui, voilà, il faut être agréable, hein, c'est pas. Il faut 3 repas par jour, voilà. C'était pourquoi pas une Si vous ineptie voulez. pour les gens qui aiment le petit déjeuner. Le petit déjeuner idéal, c'est quoi? C'est pas forcément ces céréales bourrées sucrées, mais il y a des bonnes céréales aussi. Non. Les céréales sont un produit transformé. Ce sont des graines que vous avez ramollies avec de l'eau, ensuite que vous avez formées une fois qu'elles ont été humides dans la forme que vous voulez leur donner, puis ensuite que vous avez séché et au passage la dégradation, ce sont des sucres lents à la base et ça devient des sucres rapides. Donc c'est un produit transformé. Donc pour moi c'est pas un bon produit. Même le sans sucre, l'avoine, oui, flocon d'avoine. et quand des gens parlent du son d'avoine, du son de blé, oui, ok, vous prenez des résidus, c'est-à-dire vous prenez l'écorce du son ou du blé, ok, d'accord, mais on n'est pas des animaux, ça c'est ce qu'on donne aux animaux. Moi je préfère les petits déjeuners salés à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire un morceau de pain, un petit bout de beurre, un petit bout de fromage ou une tranche de dinde, ici on va dire dinde, on va dire jambon, ou un œuf coq, et puis avec un yaourt, voire un fruit éventuellement. En tout cas, j'aime pas trop donner du sucre au petit déjeuner, mais encore une fois, rien n'est interdit. Vous pouvez très bien prendre 2 à 3 cuillères à café de miel, de confiture ou de sirop d'érable si vous voulez. C'est pas grave. J'ai une préférence pour les petits déjeuners salés. Vous avez dit en première partie également que c'était souvent une mise en application cérébrale, psychologique, que de vouloir suivre une forme de régime. Est-ce que c'est toujours corrélé à la partie psychique Bien chez nous? sûr. Est-ce qu'il faut vraiment avoir envie de s'y mettre Mais bien sûr, la vie est un équilibre des plaisirs. Et quand vous déséquilibrez ces plaisirs, forcément, vous avez tendance à aller rechercher d'autres sources de plaisir. Quelqu'un qui se drogue, par exemple, pas quelqu'un qui se drogue, vous arrêtez le tabac, c'était un de vos plaisirs, vous allez le rééquilibrer autrement. Vous allez arrêter l'alcool, c'était un plaisir, vous allez le rééquilibrer autrement. Comment vous les rééquilibrez? Soit avec les médicaments aujourd'hui que donnent les addictologues ou les médecins, soit en utilisant un autre système. C'est-à-dire celui qui arrête de fumer boit plus ou mange plus, celui qui arrête l'alcool mange plus, etc., etc. La vie est un équilibre des plaisirs. Donc forcément, c'est une contrainte psychologique. Alors les gens sont aidés quand ils sont obligés. Par exemple, je vois Monsieur Mitz à côté de moi. Il va faire une intervention de chirurgie esthétique, il va faire une abdominoplastie à quelqu'un, ou il va refaire les seins. Il va leur demander de revenir à leur poids pour que l'opération soit le plus réussie possible. Il y a une motivation. Donc cette personne, elle va oublier les contraintes et elle va voir son objectif. Après, la nourriture, c'est un câlin. Je veux dire, la nourriture, pour des gens qui ont des difficultés intellectuelles et psychologiques, c'est un câlin. Ça veut dire c'est un doudou, c'est une couverture qu'on pose sur soi. C'est un système de protection. La graisse est protective. Ça veut dire que la graisse vous protège des agressions physiques, de la température extérieure s'il fait trop froid. Donc, quand vous mangez quelque part, et quand vous mangez pour des raisons psychologiques, en fait, vous vous guérissez seul en utilisant autre chose qu'un médicament. Donc, voilà, j'ai écrit Vous êtes, Dr Cohen, très très permissif là sur le chocolat, par exemple. Vous dites entre s'embêter avec un chocolat 80%, un chocolat au lait, il n'y a pas un mais énorme parce que les gens bénéfice. savent pas, Serge. 40% Les gens ne de savent différence. pas. La différence, elle porte sur quoi? Le chocolat à 80% est plus gras et moins sucré. Le chocolat à 40% est plus sucré et moins gras. Mais la variation en termes de sucre, elle est relativement faible. Sur 20-30 grammes de chocolat, ça va porter sur 1 gramme de sucre ou 1 gramme de graisse. Donc faites-vous plaisir. Le type qui mange du chocolat noir, qu'il n'aime pas, simplement parce qu'il a Il peur. pense que c'est bon pour la santé. Je vous ai parlé tout à l'heure du rassasiement psychologique. Il n'y a pas que le rassasiement gastrique. Il y a nourrir son cerveau de plaisir. Moi, gardez-le, votre chocolat à 90%, il est dégueulasse à manger. Moi, je suis passé au cacao cru maintenant, C'est non vrai. torréfié. Ouais. C'est excellent. Ouais, mais vous avez un petit ventre quand même. Non. Non, c'était de la provoque. Non, ça se voit pas, en général. Est-ce que boire beaucoup d'eau permet d'éliminer et donc de faire maigrir? Non. 2 verres d'eau, on a entendu le matin. L'eau, d'abord, vous n'en avez pas que dans les liquides que vous absorbez, vous en avez dans les aliments. Une alimentation normale apporte 1,5 litre d'eau environ Ça par coupe jour. pas la fringale, 2 verres d'eau? Alors, très transitoirement. Je veux dire, il y a des médecins qui ont conseillé de boire beaucoup. C'est des vieux trucs.
de la guerre 14. Buvez beaucoup, ça vous empêchera de manger. Non, C'était l'effet une dure. la buvez, éliminez. Ça dure 30-45 secondes, rien du tout. Oui, c'est des slogans. Non, vous buvez, en fait, quand vous buvez, vous forcez à boire. En fait, vous choisissez la couleur de vos urines. C'est tout. Vous buvez beaucoup, vous aurez des urines claires. Vous buvez pas beaucoup, vous aurez des urines concentrées, elles seront très jaunes. Voilà, donc buvez comme vous avez soif. La soif, à part chez les nourrissons, les personnes inconscientes et les gens qui ont un déclin Les cognitif. personnes âgées. Hein. Voilà, la soif, c'est un besoin naturel. Donc, Quand vous dites que c'est pas qu'une question d'arithmétique, l'alimentation, le nourrissage, est-ce que quand même sur une semaine, il faut pas veiller à pas manger trop de charcuterie, manger un peu de poisson, équilibrer entre plus de poisson que de viande. Ça, c'est quand même de l'arithmétique sur une semaine, je le parle. message que j'ai passé, c'est pas vous pouvez manger n'importe quoi tout le temps. Hein. Non. Le message que j'ai passé, c'est justement le message respecter les de règles. l'équilibre. Ça veut dire, vous pouvez très bien faire 5 jours dans la semaine, une alimentation équilibrée, relativement propre, etc. Et puis vous lâchez 1 ou 2 jours par semaine. Si vous n'avez pas de problème de poids. Si vous avez des problèmes de poids, il faudra faire attention 7 jours sur 7. Mais si vous n'avez pas de problème de poids, bien sûr, c'est le cas des gens qui ont des week-ends chargés et qui, dès le lundi, refont attention à leur nourriture. Bien sûr. Très souvent, avant que de me mettre à table, je n'ai pas faim. Ça m'arrive très régulièrement. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, Est-ce qu'il faut veiller 13h, 20h, manger Non, justement, c'est ce que je vous disais en début d'interview. Ce sont des rythmes sociaux. Quand vous voulez manger, en France en tout cas, les restaurants sont ouverts de midi à 14h30. Et le soir, ils sont ouverts de 19h30 à 22h30. Donc, faut avoir faim. Donc, il faut que vous ayez faim entre ces horaires-là. Mais si vous n'avez pas faim à cette heure-là et que vous avez faim à 4h de l'après-midi, votre alternative, elle sera sandwich, fast-food, etc. C'est pour ça que ça marche et c'est pour ça qu'on grossit. Non, c'est social, les rythmes alimentaires. Et d'ailleurs, regardez autour de nous, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, les Américains mangent à 6h du soir, les Espagnols mangent à 21h30. Donc voilà, c'est chacun son rythme. Eh ben, on va parler avec le docteur Vladimir Mitz, vous nous avez tendu la perche tout à l'heure, de cette diète sucrée juste avant les interventions et puis un petit peu après également. Docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Alors, docteur Vladimir Mitz. Eh bien, bonjour. Bonjour. À tous voilà, partisan d'une diète sucrée, qu'est-ce que ça veut dire? Notre gros problème, en tant que chirurgien, ce sont les infections post-opératoires. D'abord, c'est un drame pour les patients. Souvent, cela peut contribuer à leur idée que quelque chose s'est mal passé dans l'établissement où ils ont été opérés. Ça peut conduire à des procès. Et on s'est donc posé la question de savoir comment se préparer bien à une opération. Et avec un peu d'expérience, je me suis rendu compte que le stress faisait que les gens mangeaient beaucoup de sucre avant une opération. Et donc, un des conseils qu'on leur donne, c'est de faire une diète sucrée quelques jours avant l'opération et quelques jours après l'opération. Et je voulais avoir votre sentiment sur ce protocole, savoir s'il y avait une validité scientifique, ou si c'était purement empirique, ou si c'était un rêve, ou simplement des précautions inutiles. Alors, physiologiquement parlant, je ne vois pas de raison intéressante à faire ça. Sauf si vous pensez qu'une diète sucrée permet de limiter les infections, mais il faudrait pouvoir le démontrer. Mais physiologiquement parlant, chez quelqu'un qui n'a pas de problème de sucre, la restriction sucrée sur une période courte, de 3 jours avant et de 3 jours après, elle ne va pas entraîner des choses magistrales. Donc, je ne vois pas ça, mais je ne sais peut-être pas. L'idée vient du fait que chez les diabétiques, le taux d'infection est considérable. Ah, mais chez les diabétiques, c'est pas pareil. Avec un contrôle de leur sucre sanguin qui mais est c'est mauvais. Pas pareil. Si c'est chez les diabétiques, d'accord. Il y a aussi le fait qu'il y a une poussée hormonale et d'infection chez l'adolescent, qui en général correspond aussi à une prise massive d'éléments sucrés. Ce qui fait donc penser aussi que le sucre qui passe dans le sang est un milieu très propice au développement microbien. On le sait puisque pour cultiver des microbes, on se sert de sucre. Oui. On les met sur l'agar-agar, c'est là où ils se nourrissent, c'est leur pétrole. Et donc le concept est de dire peut-être qu'avant et un peu après une opération, la diminution du sucre circulant dans le sang, un petit abaissement, fait en sorte que comme s'il y avait plus de stations d'essence dans Paris, on aurait du mal à circuler. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi vous ne le faites pas juste 24 heures avant. Ça aura le même effet, parce que quand même le sucre, à un moment donné, il n'est pas stagnant dans l'organisme. Donc il y a un renouvellement. Vous faites-le 24 heures avant ou 36 heures avant, et puis pareil, 24 ou 36 heures après. Sur le plan, je vous crois, je suis sûr que vous avez beaucoup d'expérience sur le sujet. Moi, je ne vois pas, sauf chez le diabétique, je ne vois pas d'indication particulière, mais peut-être. Vous savez, on en apprend tous les jours.
Je dirais que c'est une petite précaution qu'on leur demande, effectivement, 2-3 jours avant, pas plus, et ça l'a permis de stopper en tout cas la prescription des antibiotiques post-opératoires, car la loi nous impose de donner des antibiotiques pendant une opération, il y a une injection qui est systématique, pratiquée par l'anesthésiste, et puis ensuite, donc, plus d'antibiotiques. Et c'est peut-être un effet un peu, je dirais, paradoxal, de ce régime, mais cela a un autre, et ça a une conséquence psychologique aussi pour eux, parce que je vais me faire opérer, donc il faut que je fasse attention à mon corps, il faut que je le prépare moralement et physiquement à une intervention. C'est une façon... En tout cas, moi je raisonnerais par l'absurde. Je vous dirais, de toute façon, c'est pas dangereux de faire ça, ça pose aucun problème. Donc si vous pensez que c'est bon, autant le faire, ça changera rien pour la personne par rapport à si elle ne le faisait pas. Donc oui, ça vaut le coup d'essayer. Et dans quelle proportion ? Ah bah, si vous dites une restriction sucrée, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul sucre rapide dans la journée. D'ailleurs, si c'est 3 jours avant, même le sucre des fruits, je ne le prendrai pas. C'est-à-dire que je ferai un petit déjeuner salé dont je vous parlais tout à l'heure. Je garderai les hydrates de carbone, le pain, le beurre. Enfin, il n'y a pas d'hydrates de carbone dans le beurre, mais je prendrai le petit déjeuner, le pain, le beurre, le fromage ou un œuf. Le midi, je mangerai des crudités et des légumes parce que c'est accompagné de fibres, de la viande. Je mettrai peut-être un yaourt par jour. Et je ne mettrai pas de fruits, et je mettrai quand même des féculents, pâtes, riz, semoule, pommes de terre, quinoa, etc. Eh bien voilà de très très bons conseils qu'on va essayer d'appliquer à nos patients. Vous teniez à nous parler, Vladimir, de l'anémie post-opératoire. Qu'est-ce que c'est que l'anémie post-opératoire et quels conseils on peut donner quand elle se présente ? Voilà, un autre problème que nous avons, c'est que pratiquement toutes les opérations les plus fréquentes en matière de chirurgie esthétique et même de chirurgie entraînent une perte de sang. Moins maintenant. Mais l'opération la plus pratiquée au monde, c'est la liposuction. Quand on fait une liposuction, on enlève à peu près 3 kg de graisse. Et donc, les patients passent de 14 grammes d'hémoglobine dans le sang, en général, à 10, 9, parfois 8 grammes d'hémoglobine dans le sang. Et tout le problème est de savoir que doit-on leur donner, à part du fer qu'on leur prescrit. Est-ce qu'on peut prévenir cette perte de fer dans le sang? Quel est le conseil du nutritionniste? C'est facile ça. Vous avez aujourd'hui des produits qui amènent plus de fer que les autres. En priorité, c'est la viande rouge parce que c'est un fer héminique, donc il est très bien absorbé. Alors, je sais bien que ça contrarie les végétaliens, mais il est très bien absorbé, donc c'est intéressant. Et puis, vous avez les légumineuses qui présentent l'avantage d'être des sucres lents pour vous et en même temps d'apporter énormément de fer. Quand je dis légumineuses, je pense fèves, pois chiches, lentilles et haricots. Donc oui, je donnerais ça. Après, ceux qui aiment beaucoup les oléagineux, on va leur donner le truc très à la mode qui m'énerve beaucoup, les amandes, les noix, les noisettes et les noix, quoi. Mais avec ces 3 catégories d'aliments, vous rechargez en fer considérablement quelqu'un. On y arrive en général, surtout quand c'est pas quelque chose qui était pérenne auparavant. C'est-à-dire si c'est un phénomène isolé. On disait que le fer animal était quand même beaucoup mieux absorbé que le fer végétal, oui. Ça reste vrai. Oui, c'est le fer héminique. C'est le fer de la viande rouge, oui, bien sûr. C'était une des raisons pour lesquelles, pendant longtemps, on a donné beaucoup de viande rouge aux adolescents et aux personnes pour les réalimenter parce qu'ils étaient légèrement anémiés, bien sûr. Et on rappelle, docteur Vladimir Mitz, vous en aviez déjà parlé lors d'une précédente chronique, toute la graisse issue, post-opératoire n'est pas bonne à jeter et on peut en faire du lipofilling, on en a déjà parlé. Oui, alors là aussi, je voulais vous rappeler quelque chose qui est précieux pour nous, c'est que la graisse que fabriquent nos patientes a une vertu extraordinaire parce qu'on a découvert qu'il y avait dedans des cellules souches. Ce sont des cellules extraordinaires et Yves-Girard Ilouz, qui a inventé la liposuction, a fait beaucoup de travaux là-dessus et on peut transformer ces cellules souches en cellules cardiaques, en cellules musculaires et en tout cas, elles ont deux valeurs importantes. Premier cas, par exemple, lorsque les patientes ont eu un cancer du sein et qu'elles ont subi une radiothérapie, elles ont parfois ce qu'on appelle des radiodermites. C'est-à-dire que la peau s'amincit, elle colle au tissu, c'est affreux. Elles sont guéries de leur cancer et elles vont souffrir tout le restant de leur vie parce que cette peau qui n'est pas bien nourrie est scléreuse et douloureuse et elle s'ulcère. Mais figurez-vous qu'on a constaté que si on injectait des cellules graisseuses sous forme de lipofilling, c'est-à-dire on leur prélève de la graisse ailleurs sur le corps, au niveau du ventre, au niveau de la culotte de cheval, là où on peut, et on étale cette graisse par une petite incision, on la place avec les canules, et c'est un peu comme si on étalait du beurre sur une tartine. C'est le traitement des brûlures, d'ailleurs. Un miracle se produit. C'est le traitement des brûlures. Ouais, la peau se régénère par-dessous et elle est de bien meilleure qualité. Et une des deuxièmes possibilités, c'est la notion du volume de la graisse. C'est qu'actuellement, après qu'une patiente ait subi, par exemple, un cancer du sein, on en fait une tumorectomie. Donc, elle a un sein qui est plus petit que l'autre et
on a le choix entre lui mettre une prothèse ou essayer d'augmenter son sein. Eh bien, on peut le faire en injectant de la graisse. Ces cellules graisseuses sont prélevées, elles sont travaillées d'une façon spéciale, on fait tout simplement sédimenter. On a même essayé de les mettre dans des centrifugeuses, mais c'était idiot, parce que ça a vraiment abîmé ces cellules. On les laisse sédimenter, on prélève des cellules graisseuses qui ont la taille de petites graines de couscous, on en fait des spaghettis, on crée des tunnels, comme si on faisait des tunnels dans une roche, et on place ces spaghettis en faisant des petits croisillons pour créer un volume. Et en faisant ce volume, on peut rétablir un sein normal qui provient de la patiente elle-même, sans prothèse, sans lambeaux, sans grosse chirurgie. Et il y a maintenant des dizaines d'équipes dans le monde qui ont remplacé la grosse chirurgie de reconstruction par ces méthodes de lipofilling qui donnent de très jolis seins naturels avec une bonne consistance. Il y a toujours des petites complications, mais elles sont tout à fait mineures. Là, je ne suis pas intéressé, je garderai ma poitrine. Là, mais... En tout cas, cette graisse, elle est prodigieuse. De nouveau, la réhabilitation de la graisse, qui a longtemps été considérée par les nutritionnistes comme l'ennemi. Non, enfin oui et non, parce qu'on savait le rôle important des graisses dans l'alimentation. C'est quand même ce qui constitue les membranes des cellules. Il y en a forcément dans la constitution des hormones. Donc on savait que c'était très important. Et ça participe au bilan énergétique. C'est difficile d'arriver à un taux d'énergie suffisant quand on ne mange pas du tout de graisse. Là, par contre, c'est une utilisation de la graisse, de l'autograisse, c'est presque une auto-injection. Donc, puisque vous prenez votre graisse, vous la remettez dans une autre partie du corps. Alors, en ce qui concerne le sein, Monsieur Mitz a une très très forte réputation. Donc, en ce qui concerne le sein, je suis assez d'accord quand il s'agit de reconstruction. Par contre, il y a un truc qui m'a agacé, Monsieur Mitz, qui m'agace encore, c'est toutes ces femmes et même tous ces hommes qui veulent absolument avoir un gros derrière. Et qui se font injecter de la graisse dans le derrière. Et l'un d'entre eux est venu me voir, un jeune garçon plutôt bien fait de sa personne, et il m'a dit, écoutez, j'ai besoin de prendre du poids. Je lui dis, je vois vraiment pas pourquoi, vous êtes vraiment un très beau garçon. Et il me dit, non, parce que j'aime pas mes fesses, je voudrais les grossir. Et le chirurgien m'a dit, il faut que vous preniez au minimum 5-6 kilos pour que je puisse avoir de la graisse à prélever pour vous la mettre dans les fesses. C'est quand même, le monde est quand même fou, quoi. Je veux dire, le mec... Ce garçon est un beau garçon, je crois même qu'il faisait des photos de mannequinat, mais il veut des plus grosses fesses et il va grossir pour avoir des plus grosses fesses. Or, je sais, moi, que quand on fait grossir quelqu'un, je l'ai eu pour certains acteurs qui jouaient des rôles, les refaire maigrir derrière est un boulot. Donc, moi, vous avez observé depuis 30 ans une inversion des valeurs liées aux réseaux sociaux, au poids de l'image. Ouais. On voulait tous ressembler au top modèle des années 90 et puis aujourd'hui... ressembler à Kim Kardashian. Kim Kardashian aujourd'hui, c'est le seul. Je suis là, je vous fais une annonce aujourd'hui. J'observe un point d'inflexion là à l'heure actuelle. C'est-à-dire que je vois de plus en plus de jeunes filles qui viennent demander à être maigres. C'est-à-dire que ce sont des filles qui sont plutôt dans les créneaux normaux de poids. Et elles viennent maigrir, et quand je leur dis, mais enfin vraiment, vous avez trop maigri, là, arrêtez. Elles me disent, ah non, moi je m'aime maigre. Et j'en ai de plus en plus. Donc on est à un point d'inflexion. Le retour des... Mais c'est normal. C'est l'évolution du corps dans le monde, dans l'histoire, elle est très fluctuante. Le retour des filles à 0%, alors, auquel on assiste. Ouais. C'est ça? Ben non, mais ça va dans le sens du temps. À partir du moment où vous cherchez égalité des sexes, ça veut dire androgynoïde. C'est-à-dire que les gens, il y a une fusion entre hommes et femmes. Il nous reste 2 petites minutes à passer ensemble et à continuer de parler de ce livre. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste. Est-ce que le plus dur à faire finalement dans tout ça, c'est pas de casser une certaine forme de routine dans l'alimentation, se faire plaisir bien sûr, mais essayer de dresser une impulsion qui soit pas celle de la routine, manger toujours pareil. Vous savez, j'ai été très impressionné il y a quelques années, j'ai écrit beaucoup de livres, par une étude qui avait été faite au MIT sur la routine. On pense que la routine, c'est un acte comportemental. C'est-à-dire, on prend une routine et voilà. En fait, les chercheurs du MIT ont démontré que la routine était inscrite dans les noyaux gris centraux. Ils ont fait ça sur des rats. Et donc, quand vous avez une routine qui n'est pas de bonne qualité, que vous la remplacez par une routine de bonne qualité, cette routine de bonne qualité s'inscrit également dans vos noyaux gris centraux, c'est une zone du cerveau, mais elle ne chasse pas la mauvaise routine. Donc, ça veut dire que quelque part, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, une fois que vous avez réalisé votre objectif, vous êtes quand même en train de lutter contre la mauvaise routine en permanence et de tenter d'imposer la bonne routine. Et il nous reste une dernière minute. Le quinoa, c'est régime ou pas? Je lis les propositions de la 4e de couverture. Tout est régime. Le quinoa, il est intéressant parce que c'est un produit qui est riche en magnésium, qui est bien digéré par l'organisme et qui apporte des calories comme le couscous ou comme les pommes de terre. Est-ce qu'il faut regarder l'indice glycémique d'un aliment?
Non, franchement, ça fait partie des fantasmes. C'est intelligent sur le plan intellectuel, mais en pratique, ça marche pas. À quelle fréquentation, à quelle allure on peut manger du pain pendant un régime ? Pendant un régime, ça dépend du reste de ce que vous mangez. On pourrait en manger 3 fois par jour, matin, midi et soir. 3 fois par jour du pain ? On pourrait, mais il faudra en prendre 30 grammes matin, 30 grammes midi, 30 grammes le soir ou 90 grammes dans toute la journée. Sans questions-réponses, des propositions de régime avec Valérie Expert, le docteur Jean-Michel Cohen était avec nous aujourd'hui dans Réfoy. Enfin, tout savoir sur les régimes. Vous aimez bien le mot régime ? Ou est-ce qu'on pourrait trouver un autre mot ? Non, je trouve que, il y a des gens qui le trouvent grossier, ils ont remplacé ça par rééquilibrage alimentaire, mais pardon, mais si vous rééquilibrez au même niveau de calories, vous maigrirez jamais. Donc, vous arrêtez de manger du pain, vous êtes au régime. Vous mangez sans gluten, vous êtes au régime. Vous mangez juste le Shabbat, vous êtes au régime de Shabbat. Voilà. Enfin, tout savoir sur les régimes, entre les nouveaux régimes, les nouveaux gourous et les injonctions alimentaires. Eh bien voilà, c'est votre dernier ouvrage. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste. Merci d'être passé aujourd'hui. Merci Dr Vladimir Milz, Dr Serge Rafal, le Dr Serge Surpin. J'avais dit l'autre jour Clint Eastwood avec son chapeau, mais là il me fait penser à quelqu'un. Je sais pas, je vais retrouver. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.